Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Film & Cult. Le principe est simple, nous allons revenir sur un film qui n'est pas forcément connu des générations actuelles et pourtant qui aura marqué le cinéma et bien évidemment qui sera culte pour moi. Cette fois-ci je vous emmène en Amazonie ainsi qu'en Californie, un film qui sera très important pour moi, Arachnophobie. L'histoire nous emmène en expédition direction l'Amazonie. Un photographe est piqué à mort par une monstrueuse araignée qui s'introduit par la suite dans son cercueil. Elle est ainsi rapatriée en Californie. Bientôt, plusieurs morts suspectes sont déclarées dans le petit village de Kainama où seul le Dr Jennings a des soupçons sur leur origine. Réalisé par Frank Marshall, un nom bien connu d'Hollywood qui fera surtout recette en tant que producteur. Quelques années en arrière, en 1981 pour être exact, avec Les Aventuriers de l'Arche perdue que le réalisateur-producteur fait pour la première fois équipe avec Steven Spielberg et Kathleen Kennedy. Il est cité à l'Oscar du meilleur film en 1982 en tant que producteur du film. Après E.T. l'extraterrestre, dont il est le superviseur de production, et Poltergeist, dont il est producteur, il fonde Amblin Entertainment avec Steven Spielberg et Kathleen Kennedy. C'est par le biais de cette société qu'il produit notamment Le secret de la pyramide en 1985 de Barry Levinson, L'aventure intérieure en 1987 de Joe Dante et Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1988 de Robert Zemeckis. Frank Marshall est à nouveau cité à l'Oscar aux côtés de Steven Spielberg, Quincy Jones et de sa femme Kathleen Kennedy pour avoir produit La couleur pourpre en 1985. À l'automne 1991, il quitte Amblin Entertainment pour tout simplement se consacrer à la réalisation, une discipline avec laquelle il a excellé l'année précédente sur le film qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous l'avez compris, il s'agit bien de sa première réalisation. Avec Kathleen Kennedy, il fonde The Kennedy Marshall Company. Les 30 années suivantes, Frank Marshall les consacre exclusivement à son activité de production, liant son nom à certains films spectaculaires et audacieux. Frank Marshall va donc réaliser son premier film. Cependant, connaissant le CV du technicien et de producteur qu'il est, ce faiseur de film va mettre en pratique ses connaissances. Certes, sa signature n'est pas forcément visible et va donner tout simplement un produit pur des années 90. Mais il faut savoir qu'il a été nommé plusieurs fois par l'Académie et a rencontré plusieurs succès critiques et publics. Frank Marshall sait donc ce qui plaît au public. Alors oui, le thème du film est la phobie et forcément on va y retrouver des influences comme Alfred Hitchcock avec Psychose ou Les Oiseaux encore, les films de monstres comme King Kong, Les Dents de la Mer, mais aussi un soupçon de chéri, j'ai rétréci les gosses pour le côté aventure. Mais voilà, contrairement à Rak Attack et parodie le genre, ici le film se veut réaliste possible, pas d'araignées géantes, mais bien de taille normale. C'est là que le film sort son épingle du jeu, les araignées seront de la même taille que celles trouvées dans les maisons. Il faudra juste une mise en scène maîtrisée afin d'accentuer cette peur auprès du public. Il va jouer de façon subtile avec nos héros, Ross, interprété ici par Jeff Daniels, qui n'est pas sans rappeler Indiana Jones, pas par son côté aventurier, mais par sa phobie des serpents. Quoique le côté aventurier peut se retrouver avec le Dr James Atherton, interprété ici par Julian Sands, que vous avez pu voir dans de nombreuses séries comme Smallville ou encore Dexter. J'aime beaucoup ce personnage, même s'il apparaît que très peu dans le film, mais il est doublé par Richard Darbois, alors que voulez-vous ? La nature de la toxine et la quantité injectée déterminent l'effet de la piqûre. Et bien entendu, l'emplacement où le sujet est piqué. Cela peut conduire à la paralysie. Aujourd'hui, c'est très facile de modéliser une araignée, en tout numérique pour le film. Mais là aussi, le film se différencie en réalité, puisque les araignées qui sont utilisées dans le film sont bien réelles. Elles sont d'originaire de Nouvelle-Zélande, mais aussi d'Amazonie. D'ailleurs, c'est le dresseur Jules Sylvester, gérant de la société Reptile Renta, principal fournisseur de reptiles et d'insectes à Hollywood, qui est en charge de s'occuper des bêtes à 8 pattes. Effectivement, question réalisme, c'est assez convaincant. Quelques animatroniques tout de même, pour des plans bien spécifiques, mais soyons honnêtes, le film se regarde très bien aujourd'hui et n'a presque pas vieilli, surtout en ce qui concerne ces monstres à 8 pattes. Une grande force donc, mais aussi beaucoup de patience de la part de l'équipe technique du film pour réaliser ces plans avec les araignées. Mais le budget reste confortable tout de même, 30 millions de dollars, ce qui reste à l'époque quelque chose d'incroyable, et aussi la peur de ne pas être rentable, on va pas se mentir. Un gros risque de ne pas être rentable, et pourtant on va pas hésiter sur des grands plans naturels, en plus des araignées vivantes. On parle de la peur envers la nature et de la vaincre, alors ces choix sont finalement logiques pour les mettre en image.
Frank Marshall sait ce qui marche dans les films d'horreur, de monstres et d'aventures. Le film est un melting pot comme un cahier des charges bien huilé. Lorsque je dis ça, on dirait que c'est négatif. Mais pourtant, j'adore ces clichés. Ça fonctionne à chaque fois. Les plans sont des hommages, même si on n'a pas la référence, ils sont très efficaces. On y reviendra par la suite sur certains exemples. Il ne faut pas oublier également que c'est son premier film. En général, on aime y incorporer des hommages aux films qui nous ont forgés et construits. Le côté producteur peut aussi parfois prendre la place sur son côté réalisation. Car question scénario, ça peut paraître cliché et pourtant, le film ne sera pas tout public. Pourtant, on suit une famille américaine avec des enfants, dites-vous que la mort sera omniprésente et les enjeux bien réels. Car oui, le cinéma de cette époque n'occultait pas la mort et propose même des scènes assez choquantes. Le contraste avec la ville, ressemblant à la petite maison dans la prairie, face à une invasion de monstres, c'est assez sadique quelque part. Je précise également que je suis arachmophobe moi-même, ce qui a pu jouer sur mon appréciation du film, mais je vais vous expliquer pourquoi ce film a été culte pour moi. Le film s'ouvre sur des plans larges sur l'Amazonie comme les grands films d'aventure des années 80. On y voit sur le bateau Jerry Manley, un photographe interprété par Mac L. Taylor que vous avez pu voir dans moult séries. Il y fait la connaissance du Dr James Atherton, interprété par Julian Sann, qui a joué dans moult séries. Le Dr Atherton l'emmène directement en expédition dans les montagnes, indiquant que certaines espèces ont été recluses pendant des années. Il pense y découvrir une nouvelle espèce d'insectes et de papillons, à un nouvel endroit inexploré, comme dans les grands films d'aventure. Déjà, rien que dans les plans, Frank Marshall nous propose un voyage, avec des plans naturels bien sûr, qui n'est pas sans rappeler un certain King Kong. Il y trouve un puits naturel, endroit rêvé pour étudier et capturer des nouvelles espèces. Le photographe tombe sur une toile d'araignée et la photographie. Le matériel posé, l'équipe balance du gaz de sorte à tuer quelques espèces de papillons pour faire quelques découvertes. Beaucoup de papillons tombent, mais une autre espèce bien plus lourde tombe également. Extraordinaire. Tigras, venez voir ce spécimen. Il faudrait trouver un spécimen vivant. Une araignée ressemblant à une mygale. Le docteur Atherton semble penser qu'il s'agit d'une nouvelle espèce inchangée depuis des millions d'années. Ces mygales tombées devraient être mortes à cause du gaz, mais il n'en est rien. L'équipe en embarque une conservée et une vivante. Une autre araignée semble observer l'équipe. La caméra se mettra souvent à hauteur de l'araignée, accompagnée d'une musique aux 8 notes, comme si la musique était les pas de l'araignée. Ingénieux comme mise en scène pour indiquer la présence, aussi subtil que la musique de Jaws pour indiquer la présence du prédateur. L'araignée saute dans l'équipement, le chercheur indique que l'araignée trouvée sur place n'a pas d'organe de reproduction, il s'agit d'un soldat ou d'un ouvrier comme chez les abeilles. Pris par une fièvre, le photographe va se reposer, l'araignée sort du sac et c'est peut-être la celle qui m'a fait vraiment le plus flipper quand j'étais gosse et me fera même haïr les araignées. Plan sur la tente avec une impression d'ombre malsaine de cette araignée qui se faufilera dans les couvertures et qui va mordre le photographe. Le poison tue instantanément la personne comme s'il faisait une crise cardiaque. Le docteur Atherton pense une mort due à la fièvre en question. Pour les ombres et certains plans, il s'agit d'une vraie mygale et arrive que ce soit de l'animatronique. Mais en général, les plans de la fausse araignée sont assez rapides pour qu'on ne voit pas le superfuge. Monsieur Manley est mort et rapatrié aux États-Unis avec l'araignée qui l'accompagne dans le cercueil. Transition dans une petite ville tranquille, le cercueil arrive chez l'acteur qui joue dans Total Recall. En ouvrant le cercueil, il s'aperçoit que le corps est desséché presque intégralement, vidé de son sang. L'araignée sort du cercueil et on aperçoit le corps de Monsieur Manley. L'araignée s'échappe du funérarium et est capturée par un corbeau. Bien évidemment, le corbeau ne fera pas long feu et en une morsure atterrit en pleine campagne, là où une famille semble emménager. La famille Jennings, une famille américaine idéale, le nouveau médecin de campagne interprété par Jeff Daniels, va vivre un changement total d'environnement, lui qui est habitué à la ville. Son fils arrive en criant car il a vu une grosse araignée. C'est là qu'on s'aperçoit que le personnage souffre d'arachnophobie. L'araignée en question est très petite et était dans les cartons. La femme de Jeff Daniels, Molly, va donc les remettre près de la grange, un endroit bien meilleur pour elle. Le couple Jennings font l'amour dans leur nouvelle maison.
faut bien la baptiser. Mais ce n'est pas les seuls à faire des choses pas trop catholiques. Dans la grange, une autre idylle se forge, la petite araignée s'accouple avec la reine qui vient juste d'investir les lieux. Le nouveau médecin de la ville, Ross, s'aperçoit que son prédécesseur refuse finalement de prendre sa retraite. Un PV par le flic de la ville, bref, tout est hostile pour le nouveau docteur dans cette nouvelle ville. Il y fait la connaissance avec sa nouvelle voisine qui, elle, est ravie de ce nouvel habitant et qui sera sa patiente, mais la seule malheureusement, puisque l'autre médecin refuse de prendre sa retraite. On est clairement dans la science-fiction. 2 médecins de campagne, on est bien dans les années 90. Coup dur pour le couple en vue de ces nouvelles. Sa seule patiente est en parfaite santé. Elle indique prendre des pilules pour l'hypertension, mais Ross indique que ces pilules ne servent à rien. Sa voisine donne des astuces pour qu'il soit un peu plus populaire dans la ville. Molly décide d'aller dans la grange et photographie une toile gigantesque en expliquant à son mari l'existence de cette toile. Ross raconte son histoire, d'où vient cette peur de l'araignée, pétrifié sur cet être rampant quand il était petit. Molly lui indique que voir la toile serait peut-être une thérapie pour lui. L'échelle se casse et une souris accrochée à la toile pendouille au-dessus. C'est là qu'on découvre que la petite araignée semble étonnante vu ce qu'elle mange. Mais un plan nous montre un œuf d'araignée. Plein de petites araignées sortent déjà. Scène suivante. La petite sauterie organisée par la voisine afin que son nouveau docteur soit populaire est presque un échec. Un plan sur le mâle et sa femelle, araignée accompagnée des petits, est alors sous nos yeux et il s'agit de la première erreur du film. Car oui, s'il est culte pour moi, je ne peux pas passer à côté des défauts. Ou alors il s'agit pas de la même araignée, mais vu le déroulé de l'histoire, ça me paraît un peu bizarre. En effet, l'araignée mise dans la grange au début du film ne ressemblait pas à une mygale, et la reine, rappelez-vous, est beaucoup plus grosse et bien visible au fond. Je pense qu'il y a une erreur d'échelle sur ce point, à moins qu'il ne s'agisse vraiment pas de la même araignée, ce qui paraît globalement étonnant dans le film. Mais pour moi, il s'agit des mêmes araignées, vu que les soldats ressemblent justement à l'araignée du début dans les cartons. Au passage, les petites araignées sont réelles, tout comme le mâle. La voisine remercie le futur docteur et rentre à son domicile. Une araignée est entrée chez elle. Pour rappel, la voisine est en excellente santé, l'araignée se balade un peu partout, elle est dans la lampe, on voit que l'ombre et au moment de l'éteindre, la voisine s'éteint aussi. Astuce de mise en scène. Ross s'aperçoit que le plancher de sa cave est pourri. Future cave à vin semble être compromis. Pour remercier sa voisine, il décide de l'appeler mais personne ne répond. Ross décide d'aller la voir et retrouve un corps inanimé de la dame. L'autre docteur indique qu'il s'agit d'une crise cardiaque due à son hypertension. C'est là que Ross indique qu'il lui a fait arrêter ses pilules pour l'hypertension, qui ne servait à rien. Le futur retraité est en colère et pense que c'est ça qui l'a mené à une crise cardiaque. Le docteur Ross Jennings semble avoir maintenant mauvaise réputation. Ross demande une autopsie qui lui a été refusée. Entrée de John Goodman, l'exterminateur de termites pour la cave. Bref, pas de termites dans la cave et conclut qu'il s'agit d'un mauvais bois. Ou alors, les termites ont tous été bouffés. Je trouve pas une trace, allez savoir. Mais alors pourquoi tout ce bois est pourri? Je vais vous dire pourquoi. Mauvais bois. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrache le mauvais bois. On met du bon bois. D'ailleurs, dans le film, vous remarquerez qu'on entend beaucoup le bruit des criquets et s'estompe au fur et à mesure du film. Astuce de mise en scène pour montrer, encore une fois, la présence des araignées dans la ville. Le professeur de sport offre la possibilité au docteur de faire une inspection de l'équipe. Une araignée fait son apparition. Non, plus vite, plus vite, plus vite! Allez, bouge pas! Allez! Pour le coup, c'est vraiment pas de bol pour le docteur. Elle rentre dans un casque de joueur de foot américain. Au moment du plaquage, le joueur ne se relève pas, le joueur est mort, seconde mort avec le Dr Jennings. Le fondu de la mort avec le cercueil, très 90 comme effet, montre le docteur historique de la ville dénigrer implicitement le Dr Jennings. Il y aura forcément des conséquences sur la réputation du nouveau docteur. Cependant, les araignées vont renverser la situation. En effet, le docteur Metcalf va bientôt goûter au poison avec l'une d'entre elles qui s'était glissée dans son chausson. L'avantage, c'est qu'il avertira sa femme qu'une saloperie l'a piqué. D'ailleurs, sa femme verra une petite bête partir en indiquant qu'il s'agit d'une petite araignée. Le docteur Jennings devient forcément le nouveau docteur officiel de la ville. Cependant, 3 morts, ça attire l'attention. Donc l'idée est de pratiquer des autopsies pour savoir si les morts sont reliés entre elles. Cependant, le shérif n'est pas forcément d'un air accueillant pour exhumer les corps. La fille du docteur va faire une soirée pyjama. Une araignée rentre en scène et arrive lentement, mais
sont sauvés par la babysitter. Même si les personnages n'ont pas vu la bête, c'est une scène efficace et remplie de tension comme un grand film d'horreur. Le docteur s'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas plus de criquets dans les environs. Scène suivante, on voit l'araignée mâle et la femelle avec la poche des œufs d'araignée arriver dans la cave. Le docteur Atherton est donc finalement contacté car il reste le plus grand scientifique et spécialiste des araignées. Il enverra un de ses chercheurs dans la ville pour enquêter car le nom de la ville lui était familier dû au photographe du début du film, Monsieur Manley, qui était originaire de cette ville. Chris Collins, l'assistant, va enquêter avec le docteur Jennings qui vont s'apercevoir que les 3 morts sont peut-être dus à des araignées qui tuent en une seule piqûre et le docteur Atherton est appelé en renfort tout en donnant une mission à Collins de trouver un spécimen. Le shérif, le docteur Jennings et Collins inspectent la maison pour trouver un spécimen. Le shérif trouve un spécimen mort dans un paquet de céréales. Une scène dans la douche et la toile avec araignée plutôt efficace qui rappelle sans nul doute le film Psychose. Collins et Ross arrivent à trouver un spécimen vivant. L'exterminateur fait son entrée suite à une alerte araignée. L'exterminateur la tuera en l'écrasant. Scène suivante, le croque-mort regarde avec sa femme la roue de la fortune avec un grand bol de popcorn. Il ne décroche jamais le téléphone durant l'émission. Dommage, une araignée est déjà dans le popcorn. L'équipe tente tout simplement d'aller les prévenir en voiture et c'est là que l'on évoque le nid et ses spécificités, à savoir un endroit chaud et humide d'une taille d'une balle de baseball et aucune araignée autour. En parallèle, le docteur Atherton regarde les photos de la femme de Jennings dans son cabinet et y découvre une toile d'araignée de la grange du début du film. Peut-être que le nid s'y trouve. Le croque-mort et sa femme sont morts, une araignée sort de la bouche du cadavre. Atherton demande au shérif d'appeler l'exterminateur Jennings et son assistant afin d'indiquer de trouver le nid à l'aide d'un plan. Les autres découvrent que les meurtres sont autour de la maison du docteur. L'exterminateur indique que la grange n'est pas forcément un habitat adéquat, un peu frais à cette époque de l'année. Atherton va dans la grange inspecter la toile. Ce que vous pensez bien n'est pas la meilleure idée du monde. Le dîner est prêt. Allez, viens manger. L'exterminateur rentre dans la grange pour mettre du poison un peu partout et il y découvre le professeur Atherton. Jennings tente de prévenir sa famille à l'intérieur et les araignées sont déjà là, il y en a partout. Ce qui donne des scènes plutôt bien foutues. Jennings tombe à cause du plancher pourri et atterrit dans la cave, le nid est découvert. Le mâle essaye de l'attaquer, la tension est palpable, le mâle tente de sauter mais se prend la pelle où il reste accroché. Le docteur bien sûr ne l'a pas vu et l'araignée descend lentement de la pelle. Il la jette dans le compteur électrique où le mâle meurt. Mais il reste le nid et la reine. Il décide de mettre de l'alcool sur le nid, mais la reine se dévoile et se montre comme une araignée banane au niveau de l'attaque. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une araignée banane aujourd'hui, il s'agit de l'araignée la plus venimeuse au monde et la plus agressive. Elle se trouve globalement dans les bananiers, c'est pour ça qu'on l'appelle araignée banane, et elle est plus dangereuse que les veuves noires. Mélange d'animatronique et de vraies araignées, la scène est réussie, même si on voit peut-être les artifices. L'araignée sort du feu comme un troisième acte avec retournement de situation digne des plus grands films d'horreur, même si ça reste attendu. Bref, le docteur envoie le pistolet à clous sur l'araignée et visera le nid avec tout ça. Tout est bien qui finit bien avec une note d'humour sur une autre catastrophe, les tremblements de terre à la fin du film dans une grande ville. Voilà pourquoi ce film est culte pour moi, sa manière de faire, sa mise en scène, sa technique et l'avancée de son scénario relativement cohérente. En général, les films sur les araignées, on en fait depuis fort longtemps. Cependant, ici on utilise des araignées aux véritables tailles existantes, ce qui rajoute un certain réalisme. Qui n'a jamais été confronté à celle-ci dans une vie? Que vous ayez peur ou non, les situations perçues dans le film peuvent nous arriver. Rajoutez-y les poches de poison mortelles pour un gain de peur supplémentaire et vous aurez un enjeu tenant du fantastique sans en faire trop. C'est là que le film excelle selon moi, il n'en fait jamais trop, on y croit et on est investi avec les personnages qui parfois, eux, sont dans le cliché. Pas d'effet cheap, mis à part peut-être l'animatronique sur 2-3 plans, mais honnêtement j'y crois beaucoup plus qu'une bouillasse numérique qu'on a pu avoir avec Arak Attack quelques années plus tard. Cependant le film a quelques défauts et parfois la taille peut faire la différence. Au début du film par exemple l'araignée mâle semble très petite, et après on a du mal à différencier. Comme s'il s'agissait de la même espèce. Parfois confus dans la démarche, cependant ça reste assez minime pour l'apprécier. Ce film est un pur film des années 90, parfois aux allures de téléfilm, mais quand on gratte un peu on est loin de tout ça. Il reste toujours prenant et les araignées n'ont jamais été aussi bien mis en scène que dans ce film. Étant arachnophobe, croyez-moi, ce film reste le plus efficace du genre.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.